Buongiorno tifosi, comment ça va? Donc aujourd'hui on va parler du cas des plus-values parce que comme vous le savez la Juventus est encore une fois dans l'œil de la tempête ou dans la tempête tout court parce que l'œil c'est la partie plus calme de la tempête, mais la Juventus en ce moment se bat comme d'habitude contre un système médiatique, j'ai envie de dire plus encore avant que judiciaire, qui attaque la Juventus sans cesse en ce moment pour ce cas plus-value. Et on va rentrer un peu plus dans le détail un peu de ce qui se passe dans l'enquête, mais aussi on va faire une overview du système dont je vous parle, le système médiatique italien, les médias, qui marchent dans un sens très pervers, et je voulais vous faire voilà, mon analyse là-dessus. Donc déjà, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'enquête? Il se passe qu'il y a plus ou moins une semaine, c'était vendredi dernier, il y a eu une première perquisition dans les locaux de la Continas parce que les PM, donc le Publico Ministero, donc les procureurs, si vous voulez, de Turin, se sont intéressés aux plus-values faites par la Juventus dans les dernières années, plus-values qui, on le rappelle, c'est la différence entre le coût résiduel à bilan d'un joueur, donc du prix d'achat d'un joueur. Par exemple, Cristiano Ronaldo payé 100 millions divisé 82 contrats, ça fait 25 000. Si tu le vends plus de 25 000 alors qu'il le reste une année de contrat, ça fait une plus-value. Si tu la vends en moins, ça fait une minus-value. Voilà ce que c'est une plus-value. Donc c'est clair que nous, avec des affaires comme Arthur Pjanic ou même Cancelo Danilo, on a sûrement surévalué les joueurs, ça je vous le dis, vis-à-vis des prix des marchés, sûrement qu'on a surestimé les valeurs de ces joueurs pour faire cadrer un bilan. Ça, d'un point de vue, disons, légal, il n'y a rien parce que rien ne définit le prix d'un joueur, donc sur ça ils peuvent rien nous dire, mais il est sûr que vous et moi, qui connaissons plus ou moins les prix qui se font sur le marché, nous savons très bien que ces joueurs ne valaient pas ces chiffres-là quand ils ont été transférés. Mais ça, là n'est pas le problème. Là n'est pas le problème parce que les enquêteurs recherchent surtout une preuve que la Juventus a faussé le bilan. Fausser le bilan, là, ça rentre effectivement dans deux voies, une voie judiciaire sportive et une voie judiciaire non sportive, donc civile, comme vous et moi, et même aussi pénale en cas de fraude. Du point de vue sportif, je suis de l'avis, et beaucoup de youtubeurs sont du même avis, youtubeurs ou aussi opinionnistes divers et variés, que la Juventus ne risque pas grand-chose, parce que le règlement sportif, il interdit effectivement le faux en bilan d'une société, mais uniquement dans le but de s'inscrire à un tournoi. Donc là, la question à se poser est, est-ce que la Juventus, en faisant un faux en bilan, ça lui a permis de s'inscrire au championnat de Serie A. Autrement dit, est-ce que si la Juventus n'avait pas inscrit ces plus-values-là année par année, hein, quand elles ont été faites, est-ce qu'elle aurait pu s'inscrire au championnat de Serie A? Et là, la réponse est oui, parce que quand on regarde les comptes de la Juventus, elle n'était pas en si nette difficulté qu'elle ne pouvait pas garantir à la Lega Serie A son fonctionnement, ce qui donc lui aurait empêché de s'inscrire au championnat en Serie A. Comme il s'est passé par exemple pour le Kiev, qui eux, ils avaient fait un fonds en bilan il y a quelques années, qui leur avait permis justement de s'inscrire en Serie A, donc sans les plus-values, ils n'auraient pas pu s'inscrire en Serie A, et ça constitue effectivement une fraude punie par le règlement sportif, et donc ça fait moins de points, pénalisation de points, même rétrocession à la catégorie inférieure, mais comme dit, la Juventus de ce côté-là n'a rien à craindre. Plutôt du côté faux en bilan, là encore faut-il prouver que la Juventus ait fait une falsification quelconque de son bilan. Là encore, je vous invite à réfléchir sur le fait que la Juventus est une société cotée en bourse, une société épaulée par un grand groupe comme Exor. Donc déjà, il y a des vérifications internes de Juventus, il y a des vérifications du groupe Exor, et la Juventus n'est que une miette dans l'univers Exor par rapport à tous les milliards que ça brasse l'univers Exor. Vous croyez vraiment qu'une société comme la Juventus va
faire un faux en bilan, il va faire des paiements à des procureurs en noir ou en les faisant passer par des chemins détournés. Vous croyez vraiment que c'est possible? Nous ne sommes pas là. Nous ne pouvons pas le savoir, mais ça me semble vraiment invraisemblable. À partir de hier avant-hier, les enquêteurs se sont aussi concentrés sur le fameux papier Ronaldo. Dans la presse italienne, c'est appelé la carta Ronaldo. Comme si c'était un post-it que vous et moi, on avait collé sur un mur et qui pouvait éventuellement dire ben, j'ai tué un tel. Vous voyez, la carta Ronaldo. C'est un contrat. S'il existe, c'est un contrat entre un joueur et son club qui va, on va dire, réglementer certaines choses. L'année dernière, d'ailleurs, il y a eu beaucoup de contrats privés on peut voir comme des avenants, si vous voulez, au contrat principal. Vous vous souvenez pourquoi? Parce que on a négocié avec chaque joueur, la Juventus a négocié de décaler le paiement des salaires de l'année Covid à post-Covid. Donc, si ça se trouve, il y a un contrat pour chacun qui va, disons, ficeler ces événements-là et les mettre à l'écrit, noir sur blanc. Écoute, Cristiano Ronaldo, né à Madeira, tel jour, je sais plus, en décembre, je crois. Je vais pas te payer cette année, mais ce que je te dois cette année, je veux te le donner l'année prochaine, 10% chaque mois, je sais pas. C'est un contrat privé. Les contrats privés ne sont pas illégaux. C'est pas parce qu'il est privé qu'il est fait pour cacher à la réglementation, soit-il la Serie A, la UEFA, d'autres organismes, quoi que ce soit. On fait un papier privé entre vous et moi juste pour mettre à l'écrit des accords que nous avons pris. Le fait qu'il soit donc privé ne constitue pas forcément une preuve d'illégalité, mais on est d'accord, c'est comme ça que la presse italienne, et peut-être même étrangère, je n'ai pas lu, j'avoue, le dépeint. Et là est tout le problème, on y reviendra bientôt. Donc juste pour finaliser, disons, les événements, aujourd'hui on en est là, il y a une deuxième vague, un deuxième contrôle dans les locaux de la Juventus expressement pour chercher la carte Ronaldo. Et si ça se trouve, Ronaldo va être interrogé avec son agent Jorge Mendes. Vous voyez, donc ils sont vraiment déterminés. Pourquoi ils sont vraiment déterminés? Et ça c'est un autre problème, parce que ils ont trouvé une interceptation téléphonique de l'avocat salarié de la Juventus qui parle avec Cherubini, qui dit oui, il y a ce papier avec Ronaldo, si on le trouve, on va avoir des problèmes par rapport au bilan, ils vont nous attaquer à la gorge, etc., etc. Or, on va rentrer dans tout ce qui est traitement médiatique de la Juventus. Avec ça, les interceptations. On a payé une lourde amende en 2006, il y a maintenant presque 15 ans. On a payé un lourd tribut avec les interceptations. Parce que, vous savez, dans le droit, quand il y a un procès et tout, il y a ce qu'on appelle en italien, je ne sais pas en français comment on dit, la tutelle de l'accusé. C'est-à-dire que moi, je peux accuser quelqu'un d'avoir fait quelque chose, un PM peut tout autant le faire, mais tant que les faits ne se sont pas avérés, qu'un juge a statué que c'est vrai, il y a des choses qui ne doivent pas sortir de l'enquête. Et notamment les interceptations téléphoniques. C'est encore plus dangereux que ça sorte d'une enquête parce qu'elles ne sont pas contextualisées. Moi, je peux dire à un tel, ah putain, l'autre, je le tuerai, mais vraiment, j'ai envie de le tuer. C'est pas pour autant que je le dis ça, que, je suis sérieux, que je veux vraiment passer à l'acte, et que, 3, il y a une réelle haine envers la personne. Peut-être que même, je l'aime bien, mais des fois, il m'énerve, et j'ai dit comme ça, j'ai envie de le tuer. Pareil pour les interceptations téléphoniques. Et là, on n'a même pas les audios. On peut même pas savoir comment ces mots ont été prononcés. On n'a que des écrits extrapolés d'une conversation, où on ne sait pas qui l'a dit, à qui il l'a dit, sous quel ton, et l'autre il a répondu quoi. On sait rien de tout ça. Donc c'est une phrase hyper sortie de son contexte, et ça arrive à la presse. C'est ça vraiment le gros scandale, c'est que ça arrive à la presse, parce que comme je vous dis, tutelle de la personne mise sous écoute ou
disons, de l'enquêté, la personne qui est enquêtée, il n'y a aucune tutelle. En fait, pour les médias, on est déjà coupable. Par ricochet, pour les gens, on est déjà coupable. Et quand je dis gens, c'est surtout les anti-Juventini. On est déjà coupable. Et si jamais, on en arrive à un moment où un juge dira, ben non, finalement, il n'y a rien, tout est en ordre, je vous jure, aucun journal ne fera un gros titre en disant, ah ben finalement, la Juventus est innocente. Aucun gros titre. Si ça nous va bien, ça serait une petite colonne en marge de page, en 10e page, qui parlera de ces événements. On fait un grand clameur médiatique quand c'est pour accuser, mais quand c'est pour rétablir la vérité, il n'y aura rien. Et donc, dans l'imaginaire commun, la Juventus, depuis des années, est traitée comme la pire des scélérats des équipes italiennes. Il n'y a que la Juventus qui vole. Et aujourd'hui, c'est hyper facile pour un tifoso. Ah, c'est toujours vous. Calciopoli, l'acier mauvais utilisé pour construire le Juventus Stadium, la lutte interne entre Agnelli qui, à l'époque, il disait il était d'émèche avec les supporters, vous savez, comment on appelle ça? Les groupes de tifosi organisés, comme par exemple le Vikings, on parlait de l'enquête Las Banner. Après, il y a eu quoi? Il y a eu Suarez l'année dernière. Aujourd'hui, on nous met sous torque médiatique pour le cas plus Valence. Ça fait en fait 10 ans que la Juventus est toujours sous écoute. Nous, on est toujours sous écoute. Moi, je comprends même pas comment ça se fait que la Juventus ne dise pas à ses employés, en fait, par téléphone, ne faites que booker des meetings, ne dites rien d'autre, en fait. Aujourd'hui, les coups de fil de la Juventus et les WhatsApp et tout, ça devrait être uniquement, on se voit tel jour à telle heure, point. Parce que on est toujours sous écoute, depuis 15 ans pratiquement. Il y a un poste de Nino Ori, qui est un archiviste, journaliste italien, qui est très 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 expert dans tout ce qui est Calciopoli et qui nous fait un résumé parfait des dernières 15 années d'histoire de la Juventus. Je vous le lis. De 2006 à 2010, on était les gens sympathiques parce que on venait d'être rétrocédé en Série B. En gros, tout le monde s'en foutait de nous et il n'y a rien qui s'est passé dans ce laps de temps. Le groupe R était en main à des gens qui ne faisaient pas partie de la famille Agnelli, donc Gabinetti, Montezemolo, Grande Stevens, Koboigi, Blanc, voilà, tout ça. Et après, tout change. En 2010, John Elkann est président de la Giovanni Agnelli Co. En mai 2010, Agnelli est président de la Juventus. Donc on revient à la famille Agnelli. Et ces choses se produisent. En 2011, c'est l'enquête dont je vous parlais sur l'acier utilisé pour le stadium qui aurait été défaillant et donc risque structurel, qu'il se casse la gueule, etc. etc. 2012, Conte est disqualifié pour le calcio scommesse, les paris sportifs, et impliqué aussi Stellini et Alessio. Tentative de mêler à cette histoire Bonucci et Pepe. 2013-2015, des disqualifications diverses et variées pour les secteurs du Juventus Stadium et autre chose de ce genre. 2016-2018, l'Andrangheta, donc une mafia du sud d'Italie, qui est présente dans les secteurs de la Juventus, et l'antimafia qui s'en mêle, les interceptations qui n'existent pas, cherchées par le procureur Pecoraro, et les accuse à Agnelli d'être de mèche avec l'Andrangheta, une mafia. En 2018, ça c'était joli, Ronaldo avec le cas Marioga, qui aurait violé cette fille dont on entendait parler pas depuis 2010, ben ça revient, une fois qu'il revient à la Juventus, comme par magie, on parle de le joueur phare de la Juventus qui serait un violeur. J'avais oublié celle-là. En 2019, l'enquête Last Banner, et la Juventus après a été même, au départ a été enquêtée, et après elle a été marquée aux actes comme partie lésée. Donc on était limite les victimes d'une enquête qu'on menait envers nous. Vous imaginez le truc? Et en 2020, l'affaire Suarez, bien entendu, et on a essayé d'y mêler la Juventus alors que
plutôt, si on peut parler d'estorquerie, c'était côté Université de Perugia. Et cette année-là, la plus-value, ça fait une quinzaine d'années, enfin une dizaine plus ou moins, que tous les années, il y a un truc. C'est vraiment, on crée ce climat de méfiance vis-à-vis de la Juve. Et on va en venir le pourquoi. Pourquoi tout le monde contre la Juve? C'est hyper simple, les gars. En Italie, il y a, là je lis d'autres statistiques, il y a, selon les dernières estimations, plus ou moins 24,5 millions de tifosi. 8 millions supportent la Juventus et les autres millions sont répartis entre les différentes équipes. Mais quand vous parlez mal de la Juventus, vous allez triggerer les 8 millions qui suivent la Juventus, parce que nous, on se sent entaché, on se sent dans un sentiment d'injustice, donc on va consommer des articles qui parlent de ces sujets-là, et tu vas surexciter, survolter les restants millions comment dire, de tifosi, qui sont supporters, oui, des autres équipes, mais pour lesquels c'est un sport national de supporter contre la Juventus, les famosi anti-Juventini, ceux qui ne vivent que pour jeter de la merde sous la Juventus. Tu vas avoir le 100% de l'audience des tifosi italiens qui va s'intéresser à ce sujet. Et donc, vous comprenez bien que c'est pour ça qu'on parle mal de la Juventus, parce que ça fait réagir tout le monde. Ça nous fait cliquer sur les articles tendancieux et bait-clicking. Là, quand on dit, je vous parlais tout à l'heure de la carta Ronaldo. C'est quoi la carta Ronaldo? C'est pas comme pour ceux qui connaissent entre vous le mafioso provenzano qui laissait des post-it à ses hommes de main pour exécuter des ordres et il lui passait des post-it pour pas laisser beaucoup de traces. On dirait que cette carta Ronaldo, c'est pareil, c'est les petits papiers de Provenzano. Attention, qu'est-ce qu'il y aura bien écrit dans cette carte à Ronaldo? Quelles infamités la Juventus a pu commettre? Les gars, c'est un contrat privé. Je peux en faire un avec vous. La Juventus on peut faire un 10 avec Ronaldo juste pour coucher sur papier des choses qu'on s'est dites à l'oral. Arrêtons de l'appeler la carte à Ronaldo, ça devient ridicule. Voilà, et bien, après la carte admirale et tout là. Mais ce que je vous disais donc, les titres tendancieux. Aujourd'hui, on est dans les réseaux sociaux et on consomme limite que le titre. Des fois, on rentre même pas à cliquer sur l'article et à lire le contenu. Il y a une chose hyper marrante, il y a eu une enquête pour voir justement à quel point les gens ne lisaient pas le contenu des articles. Sur Facebook, ils ont mis un article, là, le 98% des gens ne lisent pas le contenu des articles et se fient uniquement au titre. Il y a eu plein de commentaires haineux en bas de ce post en disant « Ouais, comment ça? Bien sûr, on lit les articles, bien sûr, si, bien sûr, ça, on n'est pas des moutons. Ben, hein. » Qu'est-ce qu'il y avait écrit dans l'article? Une phrase « Cet article, c'est une fake news. » Preuve que tous ceux qui avaient commenté n'avaient même pas ouvert l'article. Donc, le titre prouvait le contenu du titre. Point. Magie. La magie des réseaux sociaux. Et donc, aujourd'hui, les journalistes, ils nous sortent de la merde parce que nous aimons consommer de la merde. C'est ça la vérité. Moi, je suis le premier qui clique sur ces articles pour voir les obscénités qu'ils ont pu écrire contre la Juventus. Et limite, je m'en suis un peu détaché de ça parce qu'avant, j'étais sur une app, un site qui s'appelle calciomercato.com et je vous en parlais au tout début de mon expérience YouTube. Je me suis rendu compte que ce site, il est infâme en fait. C'est qu'est du clickbaiting, qu'est des choses pour monétiser un contenu qui est creux, mais creux, et qui ne fait que mettre les tifosi les uns contre les autres. Je me suis détaché de ce site, mais aujourd'hui, je suis des sources un peu plus, disons, cohérentes, même des sources non juventines, pas forcément, parce qu'on peut avoir une discussion ouverte, même et intelligible, intelligente, avec des gens qui ne supportent pas la Juventus, ils ne sont pas tous des troglodytes. Mais la masse, mon Dieu, les gars, mais d'une ignorance qui vraiment m'érisse les poils. Où va ce monde si aujourd'hui les gens n'ont pas l'intelligence de distinguer un article qui est fait pour les clickbaiter, pour faire de l'argent sur leur consommation de l'information, finalement, et une vérité, en fait. Et les journalistes, ils ont leur faute dans ça, parce qu'ils continuent à faire de la merde, à nous faire bouffer de la merde.
Et on est dans un cercle vicieux, alors qu'il faudrait être dans un cercle vertueux où nous, utilisateurs, nous arrêtons de consommer de la merde et eux, ils arrêtent de nous la vendre, tout simplement. Il faudrait aller vers la bienveillance, aussi vers la Juventus, parce que la Juventus est tout comme toute autre société, elle peut faire des erreurs. Moi, je ne sais pas s'il y a des irrégularités qui ont été faites par la Juventus dans cette enquête, et s'il y a des irrégularités, il faudra bien entendu que la Juventus paye, mais il faut à tout prix arrêter de la peindre comme coupable alors qu'on n'en sait rien de cette histoire. Rien. Et last but not least, je vais vous mettre un petit tableau ici pour projeter l'importance que ces plus-values ont dans le bilan de la Juventus et des autres équipes aussi. Parce que vous voyez là que c'est des chiffres que j'ai trouvés. Alors, les seuls chiffres que j'ai trouvés, c'est la partie revenus pour 2020. Ça, c'est des chiffres corrects pris par une source fiable. Et les plus-values sur 10 ans, ça, c'est aussi une source fiable. Là, la colonne qui est un point moins fiable parce qu'elle est calculée, c'est moi qui ai fait une bête multiplication de les revenus fois 10 ans. Mais on sait très bien qu'il y a des années où on a gagné moins, on a gagné plus. La Juventus était en nette progression des revenus depuis 10 ans. C'est sûr que la première année, elle n'a pas gagné ça, la Juventus. Elle a dû gagner 30% de ça, j'en sais rien. Mais juste pour faire l'exercice, donc cette colonne projection revenus sur 10 ans, elle est non fiable, les gars. C'est juste les revenus de la dernière année fois 10. Mais pour faire l'exercice, comme dit, allons voir quel pourcentage sur les revenus globaux des 10 dernières années ont eu les plus-values des 10 dernières années. Pour la Juventus, 16%, pour l'Inter, 10%, pour la Roma, presque 20%, Milan, 7%, Napoli, 23%, Lazio, 13% et Atalanta, 25%. Ces équipes-là ont toutes fait de la plus-value. Là, on n'a pas la discriminante de quelle plus-value est fictive et non fictive. Je prends juste en considération les plus-values, qui est un moyen de toute entreprise pour faire de l'argent. Même dans l'immobilier, on fait des plus-values. Moi, j'ai vendu mon appartement X et je l'avais acheté X moins Y. J'ai gagné cette différence. C'est une plus-value. Donc, c'est légitime, si vous voulez. Donc, on voit très bien que même si la Juventus, elle n'est pas la pire, en fait. Par contre, c'est celle qui, médiatiquement, en ressort vraiment la plus maltraitée. Là, ce tableau que je vous mets là, c'est pas pour vous dire et tenir un discours qui ne serait pas correct de dire tout le monde est coupable, donc aucun n'est coupable. Parce que si je grille un feu rouge, je peux pas dire ben, tout le monde le fait, alors moi aussi je le fais, j'ai le droit de le faire. Non, moi non plus, j'ai pas le droit de le faire, de le griller ce feu rouge. La Juventus non plus n'a pas le droit de faire un faux en bilan ou faire des plus-values. Par contre, là où je ne suis pas d'accord, et ce tableau nous le démontre, c'est que médiatiquement, ça devrait même pas être la Juventus qui est la plus battue, la plus rabaissée. On crache toute la merde sur la Juventus. Et ça, c'est pas juste. Si on doit cracher de la merde, on la crache sur tout le monde. Autrement, dans un monde idéal, tant qu'il n'y a pas une preuve irréfutable, tant qu'un juge n'a pas émis son avis, on ne dit rien. Il n'y a rien qui fuite de l'enquête. Ça reste sous huis clos. Ça s'appelle la tutelle des enquêtés, des gens sur lesquels on enquête. Et une fois qu'on aura des preuves, une décision, là, on en parle. Là, on pointe du doigt. Et là, oui, elle est mauvaise, la Juventus, parce qu'elle a fait des plus-values ou parce qu'elle a une carte avec Ronaldo. Là, oui, il n'y a pas de souci. Mais tant qu'on ne sait rien, les gars, on n'en sait rien. Et nous bouffons de la merde. On se voit tout à l'heure, mes amis, pour la conférence de presse d'Allegri. Je ferai une vidéo à ce sujet-là. Et puis demain soir pour le post-match, match qui est dur, théoriquement. Théoriquement, sur le papier, il est simple.
Mais il est dur parce que la Juventus est dans un mauvais moment. Et on en parle tout à l'heure, les gars. Merci beaucoup, likez, commentez. Je suis toujours là pour vous, vous êtes toujours là pour moi. Merci beaucoup, on est presque 100. Essayons d'y arriver, les gars, je compte sur vous. Et je vous dis à tout à l'heure, fino alla fine, Forza Juventus.